choses comme ça, qui sont dans les principes généraux de la charte. Et ça, on l'a traduit ensuite dans des cahiers des charges production par production. Donc la charte elle est générale, par contre les cahiers des charges, eux, ils sont très très précis. Parce qu'ensuite, il y a un organisme certificateur qui lui passe dans les fermes, qui éventuellement même contrôle la comptabilité. Et donc lui, le contrôleur, il a une grille de contrôle. Hein. Il y a différents critères. Et donc c'est pas une grille qui est complètement blanc ou noir. C'est-à-dire il faut que le producteur atteigne un certain nombre de points. Et donc pour chaque, il y a si vous voulez un système de notation. On peut être très bon sur un point, être moins bon sur un autre et carrément mauvais sur un troisième. Globalement, si on a la moyenne, c'est bon, on reste dans une boucle. Mais il y a l'accent est mis sur les points qui sont noirs et sur lesquels il faut que le producteur s'améliore. Par contre, il y a des points qui sont rédhibitoires. Si la personne ne respecte pas, elle ne peut pas être un Idoki. Donc au départ, quand quelqu'un fait la demande d'être Idoki, il y a donc une commission d'agrément qui passe et qui voit les différents points. S'il n'y a pas de point rédhibitoire, la personne rentre d'emblée dans Idoki. S'il y a un point qui pose vraiment problème, soit la personne elle peut pas changer ça, et donc du coup il n'est pas pris Idoki. Soit la personne dit, bon, mais il me faut un peu de temps, je vais y arriver, mais il me faut, mettons, 3-4 ans, 3 ans ou 5 ans. Et donc là, on se met d'accord avec elle sur un calendrier. Et donc du coup, la personne elle a un agrément provisoire. Un agrément provisoire pour la durée qui a été définie ensemble. Hein. Vous pouvez nous dire quelque chose sur les points rédhibitoires, c'est quoi là? Par exemple, nous en canard, gaver en cage, c'est rédhibitoire. On ne gave pas en cage. Et par exemple, quelqu'un qui gave en cage, il nous dit, bon, mais dans les 3 ans, je vais passer avec un parc collectif. Voilà, on va lui accepter, on va lui dire, on lui reviendra contrôler, si dans 3 ans c'est pas fait, alors tu perds ton agrément. D'accord. Il y a comme ça des points qui nous semblent importants et sur lesquels on ne transige pas. Et d'autres qui sont plus mineurs, bon, il faut les changer, mais on laisse. Voilà, tout le monde ne peut pas avancer. Enfin, on est tous à des niveaux différents, on ne peut pas mettre la barre très très haut et de manière. Enfin, on ne serait que 2 ou 3, quoi. Et l'amener progressivement à atteindre un niveau qui soit bon, hein, qui soit acceptable pour tout le monde. Bien sûr. Et ça va même maintenant jusqu'à la commercialisation commune. Oui, et c'est comme ça, dans la partie moment où on a... C'était le but au départ. Ouais. Hein. Quand on a créé Idoki, c'était d'arriver à pouvoir commercialiser ensemble. Dès que Idoki a été créé, c'est alors qu'on a démarré le point de vente à Saint-Jean-de-Luz. Bon, depuis, il y a eu d'autres essais. Hein. Il y avait eu un autre point de vente du côté d'Ossès qui avait arrêté après. Parce que justement, une partie des producteurs étaient Idoki. C'était au moment où on créait Idoki que ce groupe s'était monté. Et dans le groupe, certains étaient dans la démarche et puis ils ont grossi et puis ils sont sortis du groupe même. Parce qu'un des points importants aussi, c'est qu'au niveau d'Idoki, on a des productions limitées en taille. Peut-être que la visite vous a fait comprendre que c'était important de pas parce que le système dans lequel on est, le système économique général, c'est la croissance continue. Hein. Celui qui avance pas recule. Hein. C'est bien le slogan dans lequel on est tous pris. Donc il faut toujours en faire plus. Et alors que justement quand on travaille avec le vivant, c'est pas du tout ça. Quand on travaille avec le vivant, il faut trouver des équilibres, et il faut surtout faire en sorte de maintenir ces équilibres. Si jamais on va au-delà de ces équilibres, ensuite les sanctions tombent. C'est les maladies qui tombent, ou des maladies, ou des prédateurs, enfin pas des prédateurs, des parasites, ou des choses comme ça qui se mettent, qui font qu'on a des... Et le peu qu'on gagne en plus, on le paye souvent très cher. Mais on est obligé ensuite de passer à des systèmes artificiels, donc ça veut dire passer à des systèmes très médicamenteux, quoi, hein, aussi bien pour les plantes que pour les animaux. Hein, et donc c'est soit les pesticides pour les plantes, soit les antibiotiques ou les médicaments, les vaccins pour les animaux. Donc c'est pour ça qu'on a mis des tailles d'ateliers qui soient raisonnables, puis par rapport aussi au travail à faire, quoi, hein, à partir de l'état des techniques à un moment donné, pour transformer par personne, dépasser une certaine quantité, ça fait trop pour travailler de manière convenable, quoi. Donc ça, quand on a mis ça en place, ça a fait tiquer beaucoup de monde, hein, parce que c'était vraiment à contresens du schéma général, hein, que quelqu'un se restreigne au niveau des quantités qu'il peut produire, c'était inimaginable, même au niveau des financeurs, ça tiquait un peu, quoi. Et puis cette idée elle a avancé, aujourd'hui elle est quand même très, très acceptée. Hein. Même au niveau national, il y a
Alors, la loi d'orientation de 99 avait prévu de réglementer le thème fermier. Et donc il y avait eu en 98 des rencontres à Dijon pour mettre en place une charte nationale. Et cette charte nationale, c'était pas mal inspiré de la charte Idoki. Et entre autres sur cette idée de produits limités en quantité. Et au niveau du projet de décret fermier national, l'idée a été reprise. Hein, malgré qu'au niveau de certains syndicats, ça choque, quoi, ça a du mal à passer, ça grince les dents. Sur le texte, c'était marqué. Bon, aujourd'hui, le ministère a mis ce texte sous le boisseau parce qu'il y a des gros intérêts qui préféreraient que le terme fermier ne soit pas réglementé, entre autres les labels rouges. Hein. Vous savez tous que les labels rouges utilisent le terme fermier dans tout à fait une autre démarche. Donc eux ne voient pas très bien débarquer un décret fermier qui les empêcherait de tourner en rond. Vous avez été les premiers au niveau national. La première association avoir un cahier des charges. Avant un cahier des charges. Un cahier des charges avec des normes de quantité qui a été reprise après par pas mal d'associations. Tout à fait, d'accord. Et donc même le décret fermier en gestation, il était prêt le décret fermier. Moi j'ai participé aux négociations. Tout le premier semestre de 2005, on se retrouvait 3-4 fois au ministère. On était arrivé à un texte. Grâce à la pression des consommateurs, il faut dire, parce que nous, producteurs fermiers, on ne pèse pas lourd par rapport au label. Mais on avait avec nous les associations de consommateurs, entre autres l'UFC Que Choisir, qui est quand même un poids lourd. Et eux sont arrivés à faire plier les labels. Enfin, les représentants des labels rouges, ils sont arrivés à leur faire accepter, entre autres, qu'il y ait le nom et l'adresse des producteurs sur l'étiquette. Mais ça, après, dans les usines, ça râlait sec, hein, parce qu'ils ne veulent surtout pas les labels rouges, ils ne veulent pas qu'il y ait le nom et l'adresse du producteur, parce que c'est la voie ouverte à un court-circuit au niveau du commerce, quoi. Hein. Ils ne veulent surtout pas qu'un consommateur puisse s'adresser directement au producteur. Voilà. Donc depuis, le décret fermier est en stand-by, malgré que nous on réclame, surtout les associations de consommateurs réclament à leur ministère de tutelle, et malgré ça, ça a été mis sous tutelle parce qu'en face il y a des lobbies puissants quoi, qui ne veulent pas que ça émerge. Vous cherchez à faire des produits bon, propres, juste. Oui, bien sûr, avec le SoFood, on est... Mais c'est vrai que partout dans le monde, il y a eu... suivant les endroits, ça s'est cristallisé de manière peut-être un peu différente. En France, on s'est beaucoup structuré autour des produits fermiers parce qu'il y a une grosse tradition de produits fermiers en France, avec les fromages, avec les vins. Donc il y a... Et les AOC, qui sont aussi une qualité qui profitent bien aux produits fermiers. Donc ça s'est beaucoup cristallisé là-dessus. En Italie, ça a été autour de SoFood, et la préservation des produits locaux. Voilà. Et ailleurs dans le monde, pareil. Aux États-Unis, il s'est monté plein de marchés de producteurs. Il y en a des milliers aujourd'hui. On ne l'imagine pas, hein, mais il y a aux États-Unis aussi un renouveau au niveau alimentaire.